Aujourd'hui sur le Calibre, on se penche sur une partie des collections de deux passionnés de montres, Danny Boone et Kad Merad. Les deux hommes ont commencé dans l'humour et la scène avant de se tourner vers le cinéma, secteur dans lequel ils ont tous les deux fait beaucoup de bruit, entre autres avec leur collaboration sur Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le Nord. Le film a dépassé le nombre d'entrées de La Grande Vadrouille, sorti en 1966, et a obtenu le meilleur résultat parmi tous les films français au box-office, avec 20 758 841 tickets vendus. Non, c'est... Oh. Cela le place juste derrière Titanic. En parallèle de leur carrière, les deux hommes semblent avoir constitué de belles collections de montres et vous allez voir que Danny Boone est vraiment un fin connaisseur. Mais avant de parler du ch'ti le plus célèbre de la planète, nous allons découvrir ensemble la collection de Kad Merad qui semble apprécier les montres de pilote. Bienvenue tout le monde sur Kad Merad on stage. Kad Merad aime l'humour, mais il aime aussi les montres. L'acteur qui s'est retrouvé plusieurs années de suite en haut du classement des personnalités préférées des Français a une collection modeste, mais qui donne envie. Né en 1964 en Algérie sous le nom de Kadour Merad, Kad s'est lancé dans l'humour dans les années 90 via son duo Kad et Olivier qui marquera une génération entière avec un humour décalé et bien souvent absurde au possible. Depuis les années 2000, on peut le retrouver dans de nombreux films. Il recevra d'ailleurs le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Je vais bien ne t'en fais pas, sorti en 2006. Parmi ces nombreux films, on pourra bien sûr citer Bienvenue chez les Ch'tis, dans lequel il occupe l'un des rôles principaux aux côtés de Danny Boone. Il fait aussi partie des acteurs français les plus connus et les plus appréciés avec sa joie de vivre et son humour. Mais aujourd'hui, c'est sur ses montres que l'on va se pencher. Tout d'abord, on a pu le voir avec une superbe Omega Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 50e anniversaire. La Omega Speedmaster, qui est connue pour avoir été la première montre portée sur la Lune, existe en de nombreuses références. Mais en l'occurrence, la version de Kad est une édition spéciale qui célèbre les 50 ans des premiers pas sur la Lune, le 21 juillet 1969. Elle propose un boîtier en acier de 42 mm de diamètre et un insert de lunettes en céramique noire avec une échelle tachymétrique en Ceragold appliquée, suivant un procédé propre à la marque. Plusieurs détails du cadran et de la montre sont en or Moonshine, un alliage made in Omega. Et on y retrouve des clins d'œil à la mission Apollo 11, entre autres avec le chiffre 11 en or apposé à 11h avec un dessin en or dans le sous-cadran de 9h représentant Buzz Aldrin descendant du module lunaire. On rappelle au passage que si Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune, sa montre était elle restée dans le module lunaire suite à une panne. C'est donc au poignet de Buzz Aldrin que cette montre est devenue la première à être portée sur la Lune. Sur le verso, on retrouve d'autres références à la mission comme le fond de boîte qui abrite l'empreinte de Buzz Aldrin avec les inscriptions de la fameuse phrase devenue culte: un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est le calibre à remontage manuel coaxial 3861 qui entraîne la bête. Il offre 50 heures de réserve de marche, est amagnétique et répond aux exigences de la certification de précision Master Chronometer. Cette édition limitée fut produite à 6969 pièces et se trouve d'occasion aux alentours de 12 000 €. Si vous voulez en savoir plus sur les montres dans l'espace, on a fait une petite vidéo sur le sujet, on vous met le lien en description. Après son chronographe Omega, découvrons ensemble ses autres montres de pilote. Dans le film Safari, sorti en 2009, Kad porte une Hamilton Keiki Aviation Q&E. Il s'agit d'une montre automatique au boîtier de 42 mm de diamètre qui inclut une complication indiquant la pression et l'altitude, un détail original qui peut servir aux pilotes pendant leur vol. Cette montre d'aviateur est étanche à 5 ATM et se trouve d'occasion aux environs de 800 €. À plusieurs reprises, on a également pu le voir porter ce qui ressemble fort à une tagueilleur calibre 16 montée sur un bracelet cuir perforé type racing. Il semble d'ailleurs tisser de bons liens avec la marque car on a pu le voir célébrer les 50 ans de la tagueilleur Carrera en novembre 2013. Cette Carrera offre un boîtier en acier de 41 mm de diamètre avec une lunette en céramique noire et est donc entraînée par le calibre 16, un mouvement de chronographe automatique développé sur une base de ETA 7750. Une pièce imposante et sportive qui annonce un prix catalogue de 4200 €. Petit tour chez Rolex pour Monsieur Merad avec cette Rolex GMT Master 1675. La 1675 fut produite de 1959 à 1980 et offre un boîtier en acier de 40 mm de diamètre. L'aiguille GMT qui permet d'afficher le second fuseau horaire n'est pas réglable indépendamment des autres aiguilles, il faudra alors attendre l'arrivée de la GMT Master 2 pour découvrir cette fonction. Celle de l'acteur est montée sur un bracelet Oyster et son insert de lunettes est en aluminium et non plus en bakélite comme c'était le cas sur la 6542. D'occasion, elle se trouve entre 15 et 20 000 €. Monsieur Merad a également été vu avec une Rolex Submariner, mais difficile de dire s'il s'agit d'une référence 5513 ou d'une 14060.
Pour un rapide rappel des dates, la Rolex Submariner a vu le jour en 1953 et la 5513 fut lancée en 1962. Elle fut produite jusqu'en 1989 en ayant subi plusieurs changements ici et là. Lors de son apparition, elle était étanche à 200 mètres. La 14060 quant à elle fut produite de 1989 à 2010 et était étanche à 300 mètres. Les premières versions n'étaient pas certifiées COSC, ce qui donnait un cadran plus minimaliste avec moins d'inscriptions. J'aurais tendance à penser que c'est celle-ci que l'on voit au poignet de l'acteur, mais il est difficile d'en être sûr en vue des photos. Selon sa condition, la 5513 se vend entre 10 et 20 000 euros d'occasion, alors que la 14060 se trouve le plus souvent aux alentours de 10 000 euros. Passons maintenant à la collection de Danny Boone et tenez-vous prêts car c'est un vrai amateur d'horlogerie qui semble avoir de très bons liens avec le milieu. Né en 1966 dans le nord de la France sous le nom de Daniel Farid Hamidou, Danny Boone se fait découvrir avec l'humour dans le milieu des années 90. Bouger avec la poste. Quand ils écrivent cette pub, ils sont jamais allés à la poste, hein. Il connaîtra un franc succès pendant des années, puis passera à la vitesse supérieure en 2008 avec Bienvenue chez les Ch'tis. Il semblerait que ce succès qui dure lui ait permis entre autres de se concentrer sur sa collection de montres. Mais non. On attaque donc directement et on commence très fort avec ce chronographe Patek Philippe à quantième perpétuel 5970. Son boîtier en platine mesure 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. La montre existe également en or jaune, en or blanc et en or rose. La référence 5970 fut lancée en 2004 et fut produite jusqu'en 2011. C'est donc le chronographe à quantième perpétuel de chez Patek Philippe avec la plus courte période de production à ce jour. C'est aussi le dernier modèle de Patek à ne pas avoir un mouvement 100% manufacture. Ce dernier, bien qu'il soit retravaillé, notamment pour le calendrier perpétuel, part d'une base de calibre Lemania 2310. Sur le beau cadran noir, on découvre deux guichets à 12 heures indiquant le jour et le mois, un sous-cadran à 3 heures renseignant sur les minutes du chronographe et le décompte des années bissextiles, un autre pour la date et la phase de lune à 6 heures et un dernier à 9 heures pour la petite seconde et l'indicateur de 24 heures. En 2011, la 5970 fut remplacée par la 5270, la première Patek Philippe à quantième perpétuel entraînée par un mouvement entièrement fait en interne. D'occasion, le prix de cette 5970 en platine dépasse les 220 000 euros. Seconde Patek Philippe pour l'humoriste, une World Time 5110P. Dis-moi qui t'es. Le facteur. Putain, j'ai rien à foutre, moi. Cette pièce avec un guillochage central est équipée d'une complication de World Timer permettant d'afficher l'heure dans tous les fuseaux horaires possibles grâce à des bagues rotatives. Son boîtier est encore une fois en platine mais dans un diamètre bien plus raisonnable de 37 mm et son fond transparent permet d'observer le mouvement aux incroyables finitions. Cette version fut produite de 2000 à 2006 dans différents métaux précieux avant d'être remplacée par la référence 5130. Le plus souvent, celle que porte Danny Boone se trouve d'occasion aux alentours de 40 000 euros, donc environ 100 000 euros de moins que la Patek World Timer de Mark Wahlberg dont on vous a parlé dans une autre vidéo. Ceci dit, vous allez voir que Monsieur Boone a des pièces qui valent encore bien plus que ça. Pour en finir avec Patek, il se devait bien d'avoir une Nautilus, et pas n'importe laquelle, car on le retrouve avec une référence 5712 qui a également une fonction de date et phase de lune dans un sous-cadran à 7 heures, une réserve de marche à 10h30 et une petite seconde à 4h30. Cette pièce se trouve dans les 40 000 euros neuve mais est très dure à avoir. Sur le marché gris, elle se vend entre 100 000 et 130 000 euros. Petit détour rapide chez Cartier avant de passer à d'autres montres incroyables. Avec ce chronographe Cartier Roadster XL en acier. Cette montre semble réutiliser la forme tonneau que l'on peut retrouver sur la Cartier Tortue par exemple. Mais la collection Roadster est beaucoup plus sportive. De nombreuses références furent proposées, celle de l'acteur se trouve d'occasion aux alentours de 5 000 euros. Allez, encore une montre en platine pour la 5e pièce de l'acteur et réalisateur, mais cette fois-ci en provenance d'une maison bien plus exclusive. Le voici, avec une FP jaune centigraphe souverain Black Label. Son boîtier de 40 mm pour 10,1 mm d'épaisseur renferme un calibre 15-06 à remontage manuel. Celui-ci affiche sur un cadran noir laqué les heures et les minutes grâce aux aiguilles centrales. Dans les 3 sous-cadrans à 2, 6 et 11 heures, on découvre 3 affichages du chronographe sur des échelles différentes allant du centième de seconde à 10 minutes. L'aiguille de celui de 2 heures fait un tour en 20 secondes. Celle de celui à 6 heures revient à sa place en 10 minutes. Alors que celle du sous-cadran à 10 heures fait un tour en 1 seconde seulement, permettant de chronométrer des centièmes de seconde. C'est une bascule située à 2 heures sur le flanc du boîtier qui permet d'activer ce chronographe d'un nouveau genre. La réserve de marche de la montre est de 80 heures sans utiliser le chronographe et de 24 heures en l'utilisant. La montre fut créée par François-Paul Journe après une rencontre avec l'ancien copilote de rallye Jean Dodt, durant laquelle les deux passionnés ont échangé à propos du concept d'un chronographe idéal pour la course automobile. Cette FP jaune centigraphe souverain Black Label fut produite en quantité très limitée entre 2006 et 2017.
Elle est quasiment introuvable d'occasion et se vendait à un prix catalogue aux alentours de 70 000 €, même si toutefois il fallait une très bonne relation avec l'horloger pour espérer pouvoir se la procurer. Encore une autre FP Journe pour Mr Boone, cette FP Journe Black Label chronomètre à résonance. Encore un boîtier en platine de 40 mm de diamètre avec un cadran en or noirci et argent guilloché blanchi. Il s'agit de la seule montre au monde à résonance acoustique, un procédé qui utilise deux balanciers battant de manière synchronisée grâce au concept de résonance, ce qui offre donc une précision extrême. Cette pièce est d'ailleurs reconnue comme étant la montre mécanique la plus précise de l'horlogerie contemporaine, rien que ça. Elle affiche l'heure grâce à un double affichage analogique, 1 sur 12 heures et 1 sur 24 heures. On peut les régler sur le même fuseau horaire ou sur deux différents en cas de besoin. Elle est aussi réservée à celles et ceux qui sont déjà clients chez FP Journe et annoncée à prix catalogue à sa sortie aux alentours de 90 000 €. D'ailleurs, c'est elle que l'on retrouve au poignet de son personnage Valentin dans le film La Ch'tite Famille. Ce n'est pas un placement produit, mais bien sa montre personnelle. Il semblerait en revanche que l'acteur et l'horloger échangent de très bonnes relations. On a pu voir les deux hommes faire plusieurs apparitions en public, comme par exemple en 2013 pour l'ouverture de la boutique de Los Angeles, en 2017 à la manufacture de Genève où Danny serait tombé amoureux de la Octa automatique Lune à Vanadial, ou plus récemment à Paris en 2019 pour célébrer le 10e anniversaire de la boutique FP Journe. Alors, à quand François-Paul Journe dans un film de Danny Boone? Et attendez, et si je vous disais qu'en fait c'était déjà fait? Dans le film Red Dingue sorti en 2016, une prise d'otage se fait au sein d'une vente caritative François-Paul Journe. Dans cette scène, on peut apercevoir les montres FP Journe sur le mur, mais aussi sur le poignet du braqueur avec un chronomètre à résonance de la collection souveraine. FP Journe ne s'arrête pas là car le ministre de l'Intérieur, joué par Michel Blanc, porte lui une Octa calendrier Black Label en platine et son futur beau-fils porte lui une Divine 36 mm. Pour couronner le tout, François-Paul Journe fait même un caméo dans une scène de dîner de clôture avec des chefs d'État dans un château. Quant à la montre que porte Danny Boone dans le film, c'est une G-Shock GA401 BER Police Nationale Raid. On se doute qu'un policier du Raid avec une FP Journe au poignet aurait fait un peu bizarre. Bref, ça commence à faire une parenthèse un peu longue et vous allez le voir, il existe encore pas mal de pièces à découvrir. On le voit par exemple ici avec une seconde version du Centigraphe, le Line Sport Centigraphe S. Son boîtier de 42 mm, son bracelet et même son calibre sont faits d'un alliage d'aluminium avec des inserts en caoutchouc. Elle fut produite entre 2011 et 2014. Le Centigraphe fut le premier modèle présenté dans la collection Line Sports destiné à la pratique du sport à haut niveau. Ce sont des montres ultra légères et résistantes qui sont testées en conditions extrêmes comme par exemple au poignet de Jean Alessi lors de courses automobiles. Avant de découvrir ces deux montres les plus chères, Danny finit de prouver son amour pour l'horloger avec un tourbillon souverain. On revient sur un boîtier en platine de 40 mm de diamètre qui mesure cette fois-ci 9,9 mm d'épaisseur. Les aiguilles sont en acier bleui, quant au cadran, il est en or blanc recouvert de ruthénium avec une partie en argent guilloché à 3 heures pour la partie indiquant l'heure. Ce dernier possède un large ajourage à 9 heures pour faire place au tourbillon. Le tourbillon souverain est la toute première pièce présentée par François-Paul Journe pour le lancement de sa marque éponyme en 1999. Ce tourbillon assure une précision hors norme et est considéré comme étant le plus précis du marché. On retrouve un indicateur de réserve de marche à 11 heures et un ajourage discret à 6 heures laissant entrevoir le remontoir d'égalité, une partie du mouvement faisant en sorte de délivrer une force constante au mécanisme à tout moment quel que soit son niveau de remontage. Celle de Monsieur Boone, la version Ruthénium, est une série limitée produite entre 2001 et 2003 à 99 exemplaires. En 2004, son évolution fut lancée, la tourbillon souverain à remontoir d'égalité avec seconde morte. On rappelle que la seconde morte est une complication qui fait que la trotteuse ne se déplace qu'une fois par seconde comme le ferait celle entraînée par un mouvement à quartz. Passons maintenant à la marque à la couronne. On a aussi pu voir Danny Boone avec ce qui semble bien être une Rolex Daytona 6239 ou 6262 au cadran panda et au poussoir non vissé. Dans les deux cas, ces références font partie des tant convoités Paul Newman Daytona. On le rappelle rapidement, une Paul Newman Daytona c'est une référence 6239, 6241, 6262, 6263, 6264 ou 6265 équipée d'un verre en acrylique bombé et d'un cadran exotique. On rappelle également qu'une Paul Newman Daytona ayant appartenu à Paul Newman fut vendue à plus de 17,7 millions de dollars lors d'une vente aux enchères en 2017. It is history now! 15,500,000! Natalie, Tiffany, Lee.
Ce qui en fait la seconde montre bracelet la plus chère jamais vendue. Si la montre de Danny Boone est bien une 6239 Paul Newman, d'occasion elle pourrait valoir entre 200 et 500 000 euros. Vous êtes plutôt du type Reverse Panda? Pas de souci, bien que ces Daytona Paul Newman soient de véritables trésors pour tout collectionneur, Danny Boone en possède une seconde. Le voilà ici avec ce qui semble bien être une Paul Newman Big Red 6241 avec des poussoirs non vissés. Alors, qui pourra dire maintenant que Danny Boone n'est pas un fin connaisseur? C'est le moment maintenant pour moi de vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre le petit pouce bleu comme Francis Ford Coppola. Dites-nous en commentaire laquelle de ces montres est votre préférée et quelle collection de personnalités aimeriez-vous voir dans les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à tout de suite sur une des deux vidéos qui s'affichent.